Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Solidarité TV sur le thème Société inclusive, quelle réalité? Ce rendez-vous a été préparé en partenariat avec les URIOPS Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse et avec le soutien du Crédit Coopératif. Je vous signale que le dernier numéro de la revue Union Sociale est consacré à ce sujet de la société inclusive et que vous pouvez retrouver ce magazine en vous rendant sur le site de l'UNIOPS. Comme vous le savez, cette émission est diffusée en direct et vous pouvez à tout moment poser vos questions à nos intervenants grâce au fil de discussion situé à la droite de votre écran. Mais je n'en dis pas plus et je vous propose tout de suite que nous passions à notre première séquence. La définition de la société inclusive est loin de faire l'unanimité et suscite même parfois certaines polémiques. Quels sont les contours de ce très large concept? Pour nous aider à y voir plus clair, j'accueille sur ce plateau Charles Gardou, bienvenue, anthropologue, professeur des universités, et Michel Bouquet, directeur de l'association de lutte contre l'exclusion, l'ACLED, à Alès. Alors avant qu'on donne la parole à nos invités, je vous propose qu'on découvre un petit micro-trottoir qu'on a réalisé lors des divers reportages pour cette émission, où on demande aux acteurs de la solidarité de nous donner leur vision de la société inclusive. On les écoute et on en parle. Pour moi, la définition de la société inclusive, ça serait de pouvoir inclure tout le monde, du coup, dans la société. Donc, ne laisser personne sur le carreau. Et le lien avec le Human Lab, c'est de pouvoir vraiment inclure toutes les personnes dans une démarche de conception, dans une démarche d'innovation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Une personne en situation de handicap, normalement, elle va dans un schéma classique, elle ne va pas venir réfléchir à une solution technique, elle ne va pas participer à comment concevoir le crochet qui va permettre d'accrocher son sac à dos derrière son fauteuil, elle va juste aller l'acheter et peut-être constater malheureusement qu'il est inadapté. Dans le cadre des politiques sociales, des politiques publiques, nous, on milite pour une société inclusive et on l'entend comme une société où il n'y ait plus besoin d'être accompagné pour accéder à l'emploi, accéder au logement, quel que soit notre handicap. Pour moi, la société inclusive, c'est une société qu'on construit avec les citoyens, en fait, et avec une vision extensive de la citoyenneté, quoi, avec les gens qui sont autour de nous, et dans l'idée qu'on aurait intérêt à repérer les marges, en fait, les personnes vulnérables, les personnes qui actuellement dans ce modèle-là paraissent à côté, alors que si on est à côté de ces gens-là, en fait, on enrichit notre société et on crée des projets pertinents, quoi, et dans lesquels tout le monde a sa place, alors que actuellement on est plutôt dans un modèle avec des grandes idées, des grands principes, et on essaye de faire coller tout le monde dans ces grandes idées et grands principes, qui sont des grandes idées et grands principes valables. Mais on sent qu'on est dans une période de crise où peut-être qu'un moyen d'en sortir, c'est de faire ces liens faibles entre nous et d'avancer ensemble pour faire quelque chose qui nous relie tous, quoi. D'abord être dans des petits liens, maximiser le nombre de petits liens pour ensuite en tirer quelque chose de commun. Alors pour moi, la société inclusive, ce serait d'arriver à trouver sa place en étant, j'allais dire, un petit peu différent. Donc alors moi je suis sur le domaine médico-social, donc ça me parle. Quand on est en perte d'autonomie, quand on a des difficultés motrices ou cognitives ou simplement sociales, c'est d'avoir quand même sa place dans la société. On est sur le bon chemin. Je pense que la crise du Covid est venue un petit peu cristalliser un fonctionnement qui arrive à bout de souffle. Je trouve que voilà, à un moment donné, il faut se réinventer et proposer d'autres solutions. Alors Charles Gardou, le reportage nous invite à se réinventer. On voit qu'il y a plusieurs visions, de plusieurs définitions de cette fameuse société inclusive, qui est un terme très très vaste. C'est quoi votre définition à vous de la société inclusive ? Alors, votre question est difficile parce que cernée par une définition précise, synthétique, le sens profond d'un concept n'est jamais une chose aisée. Toutefois, j'avancerai un essai de définition. À mes yeux, une société inclusive est celle où nul être humain,
quels que soient les aléas d'une naissance ou du cours de la vie, n'est ni exproprié de la maison commune où il advient par naissance, ni déshérité de sa part du capital collectif composé par l'éducation, les lieux professionnels, d'art, de loisirs. C'est ce capital collectif, et le capital collectif n'est rien sans un corpus de droits humains fondamentaux auxquels tout être humain a droit. Mais pour bien saisir cela, il faut revenir peut-être à l'essence du mot société. Une société, originellement, c'est une alliance, c'est une coopération entre des compagnons, liés par une interdépendance, par un destin commun. C'est comme cela que l'a définissait Aristote. Et donc, ce qui est premier dans notre société aujourd'hui, c'est se dire, est-ce que ce patrimoine commun, dont chacun est héritier par naissance, dans ce qu'il a de plus noble et de meilleur, est équitablement partagé? C'est pour moi le plus essentiel. Et je trouve qu'il y a une phrase de Rousseau, j'ai essayé de la dire de mémoire, il disait ceci qui résume vraiment bien cela, il disait ceci, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous, mais que la terre n'est à personne. Et il y a, on le voit dans notre société, par des effets de segmentation, de hiérarchisation des vies, de cloisonnement, des effets de captation aujourd'hui. Et donc j'oppose terme à terme une société inclusive à une société exclusive, c'est-à-dire une société qui maintient des exclusivités. D'accord, très bien. C'est une définition très complète, en tout cas qui ouvre beaucoup de champs. Michel Bouquet, vous êtes acteur de terrain, vous êtes directeur d'une association de lutte contre l'exclusion. Quand je vous dis société inclusive, ça résonne comment et quels sont peut-être les éléments exposés par Charles Gardou qui pourraient faire écho aussi dans votre définition? Alors moi, en préparant cette émission, j'avais envie de raccrocher le concept de société inclusive à trois éléments qu'on voit inscrits sur le fronton de nos mairies, c'est-à-dire la question de la liberté, la question de l'égalité et la question de la fraternité. La liberté, pour moi, c'est donner à chacun la possibilité d'exister, quel que soit son genre, et la question du genre est d'actualité, sa culture ou sa différence et sa religion. La liberté de saisir sa place dans la cité. Donc, liberté d'être aussi avec les autres et d'exister avec les autres. L'égalité ensuite, pour rappeler que chacun est égal devant les droits et qu'ils sont autorisés, ces droits, à tous. Chacun a des droits et c'est bien souligné par notre démocratie. Et enfin, la fraternité. Parce que pour énoncer que chacun doit et peut participer à certaines, aux droits, à l'accès aux droits, on sait bien que certains ont plus de difficultés et qu'il y a nécessité qu'ils soient soutenus et accompagnés, mais pas accompagnés en faisant à la place. En résumé, pour moi, la société inclusive est une société qui promeut la liberté de chacun à exister selon ses appartenances, qui donne le droit à la différence, le droit à s'exprimer et à construire ses propres réponses. Mais qui met en avant aussi, non pas l'assistance, je le disais à l'instant, mais la fraternité, non pas l'assistanat, mais le faire avec, non pas la construction unilatérale, mais la co-construction. Ça me paraît fondamental dans l'accompagnement des personnes que l'on a aujourd'hui dans nos différents dispositifs. D'accord. C'est peut-être une vision un peu idéale, mais elle reste forte pour moi. D'accord, très bien. Alors, on aura l'occasion d'évoquer justement ces différents aspects et surtout de découvrir, puisqu'on est allé tourner un reportage chez vous, l'action de l'association Lacled. Alors, moi, je voulais revenir avec un terme aussi qui revient beaucoup, qui est très à la mode, Charles Gardou, c'est le terme d'inclusion. Alors, en préparant cette émission, on a beaucoup échangé sur ce terme et je sais que c'est un terme qui vous plaît pas trop, qui vous rend un petit peu mal à l'aise. Alors, moi, j'aimerais que vous nous exposiez pourquoi ce terme ne vous convient pas trop. Je voudrais revenir un instant sur ce qu'on disait précédemment. En fait, quand on l'observe sur le plan étymologique, l'expression société inclusive est un pléonasme. Parce que le mot inclusif, l'adjectif inclusif que j'utilise plus volontiers, c'est en quelque sorte un exhausteur de sens, un renforçateur de l'intensité du terme société. Mais le terme société renvoie à cette cité des hommes, liée par un destin commun. Alors pourquoi ne pas utiliser, ou ne plus utiliser, en tout cas ce qui me concerne, le mot inclusion? Parce qu'il est très mécanique.
Et il nous amène à quelque chose qui est à désenquister, c'est-à-dire le noyau dur de notre culture. On se construit sur un intérieur et un extérieur. Il y aurait, de manière imaginaire, des gens qui seraient extérieurs à la maison commune que compose une humanité, et d'autres qui seraient à l'intérieur et qui refuseraient ou accepteraient que ceux qui sont à l'extérieur soient mis dedans. C'est pas comme cela qu'il faut voir les choses, hein. Tout être qui advient au monde fait partie de la demeure commune. Il s'agit donc moins de mettre dedans que d'aménager cette maison commune pour que chacun puisse y trouver sa place, s'y mouvoir, s'y réaliser et faire œuvre à sa mesure, non pas à la norme culturellement construite, mais à sa mesure. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une vision un peu dogmatique, j'appelle ça une sorte de fièvre inclusionniste. Il s'agirait de mettre dedans et d'attester par des statistiques le nombre de personnes qui sont désormais mis dedans. Mais vous le savez, comme moi, par expérience de vie, on peut être dans un lieu et s'y sentir exilé. On peut être relégué à l'intérieur. Il y a tant de formes d'exil. Donc cette vision peut-être trop mécanique, trop égalitariste, fait problème. D'accord. Justement, Michel Bouquet, ce défaut de souplesse, justement, de ce terme d'inclusion qui inclurait selon des normes préétablies, comme ça, avec cette fameuse maison qu'on refuserait de réaménager, hein, dont on ne voudrait pas bouger les meubles et où tout le monde devrait rentrer. C'est quoi votre analyse sur cette vision un peu dogmatique des choses? Alors jusqu'il y a quelque temps, l'association dans laquelle je travaille est une association de lutte contre l'exclusion, vous l'avez dit, et je poussais à ce qu'on parle d'une association d'inclusion. Or je crois finalement que c'est pas si bien que ça, parce que dans notre secteur on parle inclusion, on parle insertion, on parle même réinsertion, et donc en fait moi je le vis comme des mots chocs, des mots très normatifs, puisqu'en fait inclure ça veut dire une pièce de bois par exemple, c'est l'intégrer dans quelque chose, dans un corpus qui est déjà solide, constitué, et qui ne fait place que parce que il a toléré cette inclusion. Donc je serais contrairement à il y a quelque temps, je trouve que parler de lutte contre l'exclusion permet justement d'éviter que les gens soient exclus, c'est-à-dire prendre à la racine les difficultés des personnes, particulièrement des personnes vulnérables en ce qui me concerne, et pouvoir les accompagner. Alors, je n'ai pas de terme pour remplacer inclure, mais en tout cas, renverser un peu le sens des choses, éviter plutôt d'exclure plutôt que d'inclure à tout prix dans quelque chose qui me paraît très normatif et souvent qui est analysé au regard de statistiques, souvent quantitatives plus que qualitatives, et qui laisse pas la place forcément à l'expression des individus. On sait aménager des maisons accessibles aux personnes à mobilité réduite. Est-ce que pour autant ils peuvent rentrer dans la maison? Ça, c'est une autre histoire. D'accord, très bien. Puis-je ajouter une chose pour compléter ce qu'on partage tous deux, c'est le fait que le mot même, étymologiquement, est problématique. Faire de l'inclusion, c'est enfermer. C'est un élément jugé extérieur, hétérogène, que l'on met dans un système, et c'est ce qu'on retrouve dans divers champs où il est employé, en métallurgie, en odontologie, et cet élément y est enfermé, il est pris là-dedans, et en même temps, on a peur qu'il perturbe le système, parce qu'on le juge étranger. Donc, vous voyez, ce mot ne donne pas sens à ce qui est nécessaire pour une société et pour des êtres humains infiniment divers qui la composent. Très bien. La prudence par rapport au terme. Et de mise, d'accord, très bien. Alors, pour enrichir justement nos échanges, je vous propose, comme je vous l'avais annoncé, de découvrir l'action de l'association Lacled à Alès, une structure qui a fait du logement d'abord une priorité. Salut Titi. Bonjour mademoiselle. Ça va? Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça va. La politique du logement d'abord, c'est une politique qui tend à permettre aux usagers en difficulté sociale, et notamment les personnes qui sont sans domicile fixe, à passer directement de la rue au logement, sans passer forcément par un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc notre vision a été de dire, puisque la politique du logement d'abord est une politique qui va se mettre en place et qui va durer sur plusieurs années, autant essayer
en interne d'expérimenter au regard de l'ensemble de nos dispositifs, puisque nous avons des dispositifs d'insertion par l'activité économique, des lits halte soins santé, des appartements de coordination thérapeutique, des CHRS. Donc à partir de cette pratique-là, on s'est dit on va mobiliser la création d'une plateforme en interne. Donc on a créé une équipe multi travailleurs sociaux avec des maîtresses de maison également, et on a réfléchi à la création en interne d'une plateforme qui nous a permis d'expérimenter sur notre propre initiative la question des accompagnements de type logement d'abord, de la rue au logement. L'idée étant de mettre les gens directement, s'ils sont d'accord, dans un logement bailleur privé ou bailleur public, et de les accompagner avec l'ensemble de cette plateforme sur l'accès aux soins, l'accès aux droits, le maintien dans le logement, l'occupation du logement. Mais bon, ça va, pour l'instant, je suis bien dans mon univers. Non. Le but, c'est que les personnes, elles sont repérées par le service d'accueil de jour comme étant les personnes les plus en difficulté, mais qui souhaitent accéder au logement. Et à partir de là, se constitue autour d'elles une équipe qui se réunit qu'autour de cette situation-là pour venir lui proposer et proposer à la personne un accompagnement global, pluridisciplinaire, pouvant répondre à l'ensemble de sa situation. Concrètement, l'accompagnement qu'on exerce dans le cadre de ce dispositif, il met la personne au cœur de son accompagnement, de ses besoins, etc. Donc on fait en sorte de ne jamais décider, construire des choses sans lui ou sans elle. L'idée, c'est vraiment de travailler sur cette autonomie en lui laissant une place entière dès le début, et c'est tout l'intérêt en fait de cette logique de la rue au logement, c'est-à-dire que avant tout, on part de son désir d'accéder au logement, quelles que soient les difficultés qu'il peut rencontrer, et sans a priori, on va l'accompagner là-dedans. Et donc, il a toute la latitude de pouvoir exprimer ses envies, de pouvoir se confronter à une espèce de réalité sans être castré finalement dans son projet par un regard expert, professionnel qui viendrait tordre un peu les choses ou lui proposer des dispositifs tout prêts. Il a la place de faire ses propres pas et de décider. Alors nous sommes attachés à préciser ce terme de société inclusive, et j'avais une question qui me venait pour Charles Gardou. Quels sont les dangers selon vous d'une mise en œuvre dogmatique justement de l'inclusion ? Je l'ai évoqué tout à l'heure, le danger c'est de faire de l'inclusion sans être inclusif. Alors, quelle distinction je fais? C'est faire de l'inclusion, je l'ai dit, c'est ce que vous rappelez, une vision très dogmatique, très mécanique. Et être inclusif, ça suppose de l'aménagement. Et on voit comment notre société a besoin d'être aménagée. Des personnes, par le hasard d'une vie ou d'une naissance, ont besoin d'accompagnement, d'auxiliariat, d'accommodement, de possibilités de contournement. Ils ne sont pas à la norme culturellement construite. La norme n'est pas un absolu, c'est une société qui l'a construite. Et donc, ils ne sont pas à cette norme. Donc, c'est le cas de l'école, qui est terriblement normative. Et des enfants, pour y avoir une place, leur juste place, nécessite des adaptations de la temporalité, des pédagogies, des didactiques. Et c'est cela qu'il convient de faire. Le danger, ce serait d'exhorter à l'inclusion à tout prix, comme une sorte de nouvelle religion fondamentaliste, et en même temps de ne pas penser que c'est un leurre s'il n'y a pas ce travail dans la maison. Et je crois que le deuxième danger, ça serait d'attendre l'intervention d'un architecte de génie. Une société voulue inclusive, où chacun peut profiter à sa mesure de tout, par sa naissance même, par héritage, ne peut pas être construite par un architecte de génie. C'est un horizon, et j'allais dire, c'est un processus d'enfantement collectif. Et donc, il ne s'agit pas de se dire ça n'advient pas. Il s'agit de se dire que chacun, là où nous sommes, dans les domaines où nous exerçons, le travail social, l'éducation, Michel, l'habitat, nous pouvons apporter notre pierre à cette construction. C'est pour ça que j'aime considérer le mouvement inclusif comme un horizon. Alors un horizon, c'est une ligne imaginaire que l'on n'atteint jamais. Alors on se dit, c'est très frustrant, mais en même temps, c'est ce qui donne de l'énergie d'avancer. Et je crois que notre temps a besoin d'une ligne d'horizon, faute de quoi il y a des phénomènes de désespérance et également
comment dire, d'impression d'être à part et d'être de trop. Et du coup de repli. Et de coup de repli, c'est cela. Et parfois même d'hostilité par rapport à l'ensemble d'un système. C'est cela. D'accord, très bien. Michel, quel est votre point de vue justement sur ces fameux dangers de ce dogme de l'inclusion? On s'aperçoit que cette notion peut susciter un certain nombre d'hostilités. Moi, j'ai en tête ces exemples de l'école où on met des élèves en situation de handicap en milieu ordinaire et il y a des plaintes, par exemple, des parents d'élèves qui ne comprennent pas, etc. Est-ce que si on n'y prend pas garde, ça peut avoir un effet quelque part contre-productif? Pour moi, le dogme, ça serait prescrire l'inclusion sociale, c'est-à-dire que ça devient une prescription, c'est plus une évolution, c'est plus un horizon qu'on recherche. C'est plus un objectif. C'est plus un objectif, c'est une prescription à inclure et qui du coup devient quelque chose de très linéaire. Ce dont parle Charles, c'est des montagnes russes, c'est un accompagnement que l'on va faire en fonction des besoins et le travailleur social en particulier va évoluer en fonction des besoins. Oui, c'est de la réadaptation permanente. C'est de la réadaptation, de l'ajustement. Sans galvauder le mot de l'écoute, puisque écouter, ça veut dire aussi entendre ce que les autres disent et pas ne l'analyser que par rapport à ses propres besoins à soi. Donc, effectivement, pour moi, en faire un dogme, et on le voit tous les jours, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, les politiques publiques ont parfois tendance, à prendre certaines idées certaines expériences qui sont faites dans certaines régions. Je vous ai entendu parler tout à l'heure du Housing First, par exemple, et puis en faire quelque chose, le Graal de l'accompagnement. C'est vers ça qu'il faut aller, et à tout prix, quelle que soit la façon dont on va le faire. Et donc là, on efface toutes les capacités de construction ou de co-construction avec les personnes. On a inventé, par exemple, dans le secteur, ce qu'on appelle les travailleurs pairs. C'est une jolie expérience, mais en même temps, elle n'efface pas tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant en termes d'accompagnement des personnes vulnérables et de construction, de co-construction de projets. Donc le dogme, pour moi, le dogme, ça serait un risque d'effacer toute initiative, toute expérience. Et toutes ces réponses graduées, en fait, et adaptées aux besoins des personnes. C'est ça, et de figer un concept. Tout simplement, qui ne permet plus d'accompagner les personnes, parce que les personnes n'y s'y retrouveront pas. Quel que soit le concept, s'il est bon, les personnes n'y s'y retrouveront pas. Très bien, je vous remercie Michel. Avant que nous poursuivions cet échange, je vous propose de faire une petite pause publicitaire. On se retrouve donc dans quelques instants. Une autre économie est possible, ça oui. Mais une autre banque? Je demande à voir. Eh bien voyons. Et qu'est-ce que ça change? Les clients ont leur mot à dire. Et ils ne s'en privent pas. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ce qui compte, c'est ce qu'ils font. C'est la banque des coopératives. Des associations. Des mutuelles. Des théâtres. Des festivals. Des syndicats. Des fédérations sportives. Des PME, PMI. On appelle ça des personnes morales. Des personnes qui entreprennent autrement. Ça, on peut dire qu'elles ont le moral. Et les personnes physiques alors? C'est la banque des particuliers qui se ressemblent. Mais enfin, c'est une banque, pas un club. Justement, on parle d'argent là. Avec des produits engagés bien pensés, tu peux agir. Ton compte t'ouvre des tas de moyens d'action. Pour moi, agir, c'est financer ce qui est utile. Moi, c'est la solidarité mondiale en premier. Et l'insertion alors? La culture, qu'est-ce que vous en faites? Croyez-moi, l'essentiel, c'est l'emploi. Oui, l'emploi dans les territoires. À condition de développer l'écologie. Le bio. Les énergies renouvelables. Bon, vous voyez, il y a de quoi faire. On commence quand? Moi, je crois que c'est possible. Et nécessaire. Une économie où chacun a son mot à dire. Des investissements pensés pour le bien-être de tous. On appelle ça la finance patiente. T'en sais des choses. L'important, c'est un monde plus juste. Un monde où l'argent seul ne ferait plus la loi. Et tout ça, avec le crédit coopératif, on peut y arriver. Simplement en étant client. Pas seulement client. Sociétaire. Crédit coopératif. Une autre banque est possible. Alors Michel Bouquet, on a évoqué justement cette vision très différente de ce terme de société inclusive et peut-être aussi de la manière dont les pouvoirs publics abordent cette question. Est-ce que justement elle est toujours très très bien abordée par les pouvoirs publics?
voilà, quel est votre point de vue de praticien de terrain et de peut-être de vous qui êtes un peu au cœur aussi du dialogue avec les financeurs. Ça permet d'avoir une idée précise de comment les pouvoirs publics appréhendent ce terme-là. Je suis assez mitigé sur ma position. C'est un demi-teinte. Je crois que les pouvoirs publics ont su et savent se saisir des expériences, des innovations qui ont été faites dans divers domaines, notamment pour ce qui me concerne le logement d'abord ou la maison de la veille sociale à Lyon. Je pense qu'il y a des vraies expériences et que dans certains endroits, les pouvoirs publics ont su lire ces expériences et les soutenir. Par contre, rapidement, ces expériences deviennent des dogmes, on a parlé tout à l'heure du dogme, deviennent des impératifs, c'est-à-dire qu'elles se généralisent, s'adaptent pas toujours aux besoins des territoires, puisqu'on est dans des territoires quand même très divers, ruraux ou urbains, elles ne s'adaptent pas toujours, et elle est aussi énoncée à un moment donné comme étant une possibilité de réduire les finances publiques et l'investissement public sur des actions diverses et variées en direction des publics les plus vulnérables. Ouais, très concrètement, on finance des places en logement d'abord et on supprime des places en CHRS. Aujourd'hui, on en est là avec la ministre Madame Wargon. On discute des places effectivement qui vont être transformées, alors en logement d'abord, en centre d'hébergement hors les murs, etc. Mais par ailleurs, la comptabilité nous amène à penser que peut-être on va avoir des diminutions de places au fur et à mesure, et notamment des places des centres d'hébergement qui sont de réinsertion sociale. Alors le mot n'est pas adapté finalement, mais qui sont de véritables sas pour les personnes avec qui on peut construire un vrai parcours. Et juste deux mots, je suis fort inquiet en sortie de crise du nouveau monde qui amène de plus en plus de précarité, et je crois qu'il est temps qu'effectivement on réfléchisse vraiment à ce qu'est une société inclusive. Très bien. Charles Gardou, justement, sur cette question de, on va dire, l'instrumentalisation en fait de ce terme de société inclusive par les pouvoirs publics. Alors peut-être que le terme est un peu fort, mais en tout cas ça y ressemble parfois. Qu'est-ce que vous en pensez, ça ? Moi, je pense que dans notre discussion, on s'est accordé sur un point. Le terme société inclusive ou mouvement inclusif ne veut rien dire sans inclusivité du milieu. Parce que c'est une manière de lui enlever sa substance et de le dénaturer. Alors la question est, aménager le milieu, on voit bien que sinon c'est une injonction paradoxale, ça suppose de mettre, j'allais dire, le paquet sur l'éducation. Par exemple, on sait que l'éducation, c'est peut-être la seule œuvre utile pour changer une société. C'est de mettre le paquet sur la formation des acteurs. Faute de quoi, et je prends un exemple différent de celui de Michel par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, dans l'éducation, c'est ça. On n'a pas vraiment investi de manière volontariste sur la formation des enseignants. Songez aussi aux AESH. Ce sont des emplois précaires, avec des contrats précaires, des gens peu formés, des gens sous-payés. Je crois que là, il y a, et l'ONU nous a rappelé à l'ordre lors de l'audition de la délégation française fin août, en nous disant: tout ça, ce sont des questions de mise en acte des droits fondamentaux, droit à l'éducation, droit au travail. Ça ne se solutionne pas par des discours. C'est véritablement un travail de terrain. Et aujourd'hui, peut-être a-t-on le sentiment que les mots peuvent remplacer des actes réels et peuvent s'inscrire dans des politiques dont Michel a parlé tout à l'heure. Alors, il y a là le danger. En tout cas, on est tous certainement coupables et responsables de cela. Il nous faut peut-être retrouver le sens du concret par rapport à ça, et on pourrait se laisser bercer par des slogans, mais les slogans n'aident pas à agir ni à penser. D'accord, donc il s'agit de mettre un peu des actes derrière tous ces slogans et ces beaux concepts. Je crois, faute de quoi on provoque de la désespérance. Alors on pense directement à ceux qui vivent ces situations au quotidien, parce que la notion de société inclusive, elle s'étend à d'autres populations. Ici, on fait un focus sur les personnes en situation de handicap, mais on pense à des minorités,
à des populations nomades, privées de liens fondamentaux. En fait, tout ce qu'on pourrait appeler, avec l'expression d'un collègue qui était entrepôt à Montpellier, les gens de peu. Les gens aujourd'hui qu'on finit par ne plus voir. Et je pense aussi aux personnes du grand âge qui se voient séparées souvent de la vraie vie pour attendre la fin. Et donc, on a une réflexion. Je crois que le terme inclusif, l'adjectif inclusif, nous amène à nous dire un peu ce que Claudel faisait. Il disait, je regarde autour de moi et je ne vois plus de société entre les hommes. Et c'est 110 ans après, toujours d'actualité. Refaire société, peut-être refaire monde. Ouais, tout à fait. Bon, on va pas ouvrir cette perspective-là, sinon on ferait une émission de 3 heures, mais je vous remercie beaucoup Michel et Charles pour ces réflexions. Nous avons bien pris conscience de l'importance d'avoir une vision précise, en tout cas de ce concept de société inclusive, mais quel est l'impact de cet objectif sur les acteurs de la solidarité? C'est ce que nous allons aborder lors de notre prochaine séquence. Pour débuter celle-ci, je vous propose de découvrir l'action de Just, une association marseillaise qui a fait de la participation des personnes accompagnées une véritable marque de fabrique. Just est une association qui est née en 2015 avec des médecins, des chercheurs, des personnes en situation de vulnérabilité et de handicap pour ensemble créer des projets qui permettent de tendre vers la société inclusive. Il y a le lieu de répit qu'on essaie de développer depuis 2017, qui se structure bien actuellement, qui est un projet d'accueil de crise pour des personnes qui vivent des crises psychiques liées à des maladies de type schizophrénie ou bipolarité ou dépression. L'idée est d'accueillir les personnes sur une période d'1 mois pour faire en sorte que ces personnes se posent et puissent tirer une expérience de cette crise-là, une expérience qu'elle arrivera à partager avec ses aidants, notamment pour être plus forte dans l'avenir. J'ai téléphoné à la mairie, elle va nous donner la réponse. On a demandé la benne et l'évacuation des déchets. Et ça, après, on peut réparer l'évacuation là, et après, ça s'en va. Un des premiers projets qu'on a créé, c'est les régisseurs sociaux. L'idée est de faire un bricolage agile avec des personnes qui vivent dans des abris de fortune, que ce soit dans des logements de mauvaise qualité, des squats, des bidonvilles, pour repérer leurs besoins et d'essayer de les impliquer, de faire avec elles les quelques travaux pour limiter les risques liés à ces logements insalubres. Il y a aussi le projet Syndiane, qui est un projet de santé communautaire à l'adresse de femmes et de personnes LGBT+. L'idée est d'accompagner les personnes sur leur démarche de santé et d'apporter un soutien spécifique sur les questions du psychotrauma. Notamment, on demande aux demandeurs d'asile de mettre sur le tapis leur vie. Et quand les personnes ont eu des parcours traumatiques, ça peut être des moments très difficiles. D'où l'idée d'un soutien communautaire sur ces questions-là. Just fait aussi de l'évaluation sur la pertinence des politiques publiques et sur certaines stratégies d'accompagnement. Là, il y a un projet qui s'appelle Odamars qui vise à évaluer l'implantation de l'open dialogue, du dialogue ouvert dans les équipes de santé mentale à Marseille et qui vise aussi à développer la diffusion de ces stratégies d'accompagnement. La philosophie de Just, ça serait de tendre vers la recherche-action participative permanente. C'est vraiment de faire des alliances avec des personnes en situation de vulnérabilité, de handicap, avec elles de faire l'état des lieux de leurs besoins et avec elles de trouver des solutions et de les mettre en œuvre.